France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum. Bonjour à tous, soyez-en les bienvenus jusqu'à 18h avec ce sujet à la une. Cette question que l'on vous pose aujourd'hui, la démission de Bouteflika annoncée hier, on ne sait pas encore pour quand. Eh bien, peut-elle permettre un changement de système? C'est la question que l'on vous pose à vous, auditrices, auditeurs. Sur Facebook, vous y répondez France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, ainsi qu'au 01 40 33 9000. On en reparlera avec nos chroniqueurs aujourd'hui, Audrey Pronosti, Abdeslamitash et Philippe Poriachi. Retour sur l'affaire Ange. Oui, cette interpellation qui a eu lieu la semaine dernière. Ange est décédé à l'hôpital La Salpêtrière. Un avis tranché signé Audrey Pronosti. Focus sur le mobilier urbain avec l'ami Abdeslamitash tout à l'heure. Le zapping et les infos zappées au programme de ce grand forum qui vous emmène tranquillement jusqu'à 18h. Installez-vous confortablement. C'est parti et bon voyage. Et c'est le grand forum, messieurs, dames. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent en direct. Votre seul et unique rendez-vous de liberté d'expression ici présent sur la bande FM France de France. Et d'ailleurs, je salue nos auditeurs qui nous écoutent aussi du côté de l'Algérie, puisque nos amis de Radio Constantine reprennent le programme du Grand Forum. Je vous salue, amis algériens de Constantine et d'ailleurs, vous qui pouvez et qui avez cette possibilité de télécharger l'application France Maghreb 2, ainsi restez connectés à votre radio partout où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. C'est ça qui est magique. Pour participer, 01 40 33 9000. Pour nous accompagner, elle est belle, elle est, oui, jolie, talentueuse, intelligente. Audrey Pronosti, bonjour. Waouh, c'est trop gentil. T'as vu un peu? Super, Par contre, tu parles devant le micro, ce sera mieux quand même. Là, je suis pas devant le micro. Non, prends celui qui est beau là, c'est le micro Bourdin. Voilà. Voilà, tu vois, je l'ai sorti pour toi celui-là, tu vois. Ouais, non, mais j'ai trop de chance. Voilà, bonjour Audrey. Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour mon cher Philippe Poriachi, il est là prêt à bondir de sa moto pour balancer une petite bonne punchline là où il faut. Ça va mon Philippe? Ça va, bonjour à toi, bonjour à Audrey, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Et notre ami Abdeslamitash qui arrive, il est dans les bouchons parisiens, oui, car il y en avait beaucoup d'ailleurs aujourd'hui paraît-il, à cause de la pluie, à cause de, donc a priori ça a foutu un peu la pagaille en région parisienne ce matin, et c'est encore le cas, donc l'occasion vous en est donnée en tout cas d'écouter France Maghreb 2 et votre émission Le Grand Forum. Audrey nous a réservé un petit avis tranché tout à l'heure pour nous revenir sur cette affaire dont on a parlé un petit peu, cette affaire un peu particulière, c'est l'affaire Ange. Oui, l'Ange d'Ibn Marifa. Donc je reviendrai un petit peu plus en détail, mais non seulement je vais parler de cette affaire, mais je vais surtout parler de ce que ça peut engendrer chez nous comme sentiment en fait. Mais j'en dis pas plus, je m'exprimerai tout à l'heure. En fin d'émission, tout à l'heure, on parlera aussi de mobilier urbain, un avis tranché signé Abdeslamitash tout à l'heure. Il est bien placé, il connaît bien le sujet pour nous en parler, donc dans cette émission bien sûr, mais pour l'heure, direction l'Algérie. Il a déjà trop tardé, ça fait longtemps qu'il aurait dû démissionner. Depuis 2014, il aurait même pas dû penser à se porter candidat. Je me demande qui est ce médecin qui a signé son certificat pour valider son dossier de candidature. Le peuple demande à ce que tout le monde quitte le gouvernement, c'est-à-dire Bouteflika et son clan. Qu'ils arrêtent de nous annoncer à chaque fois la démission de quelqu'un, puis le retour de quelqu'un d'autre. Non, ils doivent tous partir et laisser au peuple le soin de décider par lui-même. Il fait comme dans un échiquier, il a roqué. Il a laissé son Premier ministre avec un staff différent. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il prépare après ça. Pour qu'il sorte comme ça facilement, on ne pense pas. Mais il y a quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose derrière ça. Alors on commence à y voir un petit peu plus clair dans ce jeu d'échecs qui se produit en ce moment en Algérie. C'est donc officiel, en tout cas dans moins d'un mois, le président algérien quittera ses fonctions. C'est avant le 28 avril, avant la fin de son 4e mandat. Le départ de Bouteflika, c'est ce que réclamèrent les protestataires depuis le début de leur mobilisation le 16 février. Mais la contestation populaire ne va pas retomber pour autant, puisque depuis 6 semaines, la rue algérienne attend certes le départ du président Bouteflika, mais aussi la fin du système qui l'entoure. C'est donc une annonce de démission à minima. La démission de Bouteflika
est acté, mais sans être assorti d'une date. Aucun détail non plus sur ces décisions importantes qui devraient être prises prochainement pour assurer la continuité de l'État. 6 ans après le début du débat sur l'incapacité du président à assurer ses fonctions, et plus d'un mois après le début de la contestation populaire qui réclame le départ de Bouteflika, eh bien la présidence s'est limitée à une date butoir, celle du 28 avril. Résultat, suspicion et incrédulité se relayaient hier soir dans la population comme on a pu l'écouter, d'autant plus que certaines chaînes de télévision privées ont tenté de démentir cette démission. Pourquoi garder ce flou à moins d'un mois de la fin irrévocable de son mandat? Ne pas donner de date serait une façon de gagner du temps, de serait-ce que quelques semaines pour s'organiser. Mais résultat, une nouvelle fois, cette annonce du pouvoir risque de rater sa cible, celle d'apaiser la rue. Car la population est déjà une, voire 2 étapes plus loin. Elle réclame le départ de l'ensemble des cadres du régime de Bouteflika et rejette aussi une transition assurée par le président du Sénat et qui suscite à la fois un soulagement chez certains, mais aussi de la méfiance chez de nombreux Algériens qui souhaitent un renouvellement des élites au pouvoir. Voici quelques témoignages recueillis hier soir dans les rues d'Alger, voire après cette annonce évidemment. Il était temps qu'il le fasse. Il était temps qu'il le fasse et maintenant ça va. Qu'on va reprendre les choses en main. Puis on va passer à autre chose. Mieux vaut tard que jamais, oui. Bah oui, le fait que les gens qui sont autour de lui ont compris que il fallait passer la main, j'espère que ça va se passer dans de bonnes conditions, c'est tout. Oui, mais wait and see. Moi, sincèrement, je suis wait and see. Parce que lui, il démissionne, mais c'est tout un système. C'est ça le problème, c'est pas la personne elle-même. Bien sûr qu'elle est dans la responsabilité en tant que représentant de tout un pays. Mais c'est le système. Alors c'est pour ça que je dis wait and see, mais on verra. Bon, la démission, ça fait pratiquement 2 semaines qu'on a déjà entendu cela. On n'a encore rien vu. Je pense que tout est manipulé derrière. Un président qui n'existe pas, qui se démissionne. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement, mais bon, espérons que cela va changer vers le meilleur. Voilà, en tout cas pour ces témoignages d'Algérois recueillis hier soir, c'était juste après donc l'annonce de la prochaine démission du président Bouteflika qui doit avoir lieu avant le 28 avril. Du coup, en découle cette question aujourd'hui que l'on vous pose, amis auditrices, auditeurs, à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2, et en nous appelant au 01 40 33 9000, 00 33 1 40 33 9000, si toutefois vous nous appelez aussi d'Algérie, ou vous nous écoutez notamment sur Radio Constantine, et au travers de l'application que je vous invite à télécharger, pour justement ne rien perdre des programmes du Grand Forum et de France Maghreb 2 en général. France Maghreb 2, c'est l'application qu'on télécharge sur son smartphone. Alors la question, elle est toute simple. Après donc la démission de Bouteflika, est-ce que cette démission peut-elle aboutir à un changement du système justement? C'est la question que l'on pose. Alors vous êtes franchement pas optimiste pour le coup, puisque vous êtes 71 à penser que non, ça ne changera pas le système. Alors c'est sur Facebook, 67% sur Twitter, le Grand Forum FM2. Vous nous appelez pour nous donner votre avis. Je salue l'arrivée de notre ami Abdeslam Itache. Bonjour monsieur Abdeslam Itache. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs, auditrices, et bonjour à nos amis qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Exactement, chez toi en plus là-bas. Oui, chez moi, à Constantine. À Constantine. Chez mes parents. Voilà. Alors, tiens, puisque tu as le micro, mon cher Abdeslam, est-ce que la démission annoncée hier soir par la présidence algérienne peut-elle aboutir à un changement du système? Alors, non seulement elle pourrait, mais elle doit permettre le changement du système. C'est une volonté du peuple qui est souverain et qui doit être décideur de son avenir. Et aujourd'hui, on voit bien les choses qui, pour le coup, je vais peut-être être un petit peu optimiste, mais on voit les choses qui tombent comme des dominos. Dans un premier temps, on parlait de la candidature de Bouteflika. Ensuite, plus de candidature. On voit Gaïd Salah qui annonce saisir le Conseil constitutionnel sur l'état de santé du président de la République et permettre l'empêchement donc de l'exercice de président. Ouais. Et aujourd'hui, on a Abdelaziz Bouteflika qui annonce qu'il démissionnera. Et en fait, en matière de constitution, parce que il faut bien voir les choses, il n'y a pas eu d'élection. Mais qu'est-ce qui justifie la suspension de l'élection? Rien du tout. Et dans une précédente émission, j'avais abordé cet aspect. François Hollande, quand il ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle, c'est pas pour autant que l'élection a été suspendue. Donc le candidat Bouteflika
n'était plus candidat, on aurait dû continuer avec les candidats qui étaient en lice ou pas, enfin pour ceux en tout cas qui souhaitaient prétendre au poste de président de la République. Mais du coup, ça posait problème de suspendre une élection sans aucune raison. En tout cas, sans aucune raison invoquée par la Constitution algérienne. On va pas parler du fait que la Constitution a été violée maintes et maintes fois. Oui. On va pas l'aborder tout ça. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'aujourd'hui, si le président de la République démissionne avant le terme de son mandat, alors oui, ça change la donne. Et pour le coup, on se retrouve avec un conseil transitoire, avec des ministres qui ont été désignés d'ailleurs depuis 2 jours, et qui du coup resteront en fonction pendant toute la durée de cette période transitoire, mais pour dégager les affaires courantes. Il n'y aura pas de grands projets, de grandes réformes. Voilà. Abdeslam, il y a quand même un sacré jeu de poker menteur dans cette histoire. Évidemment. Parce que hier, les télés privées que sont El Bilal, El Nahar et El Shourouk parlaient d'un gouvernement qui a été mis en place par Saïd Bouteflika. Ces mêmes médias parlent de mort clinique depuis hier matin du président Bouteflika. Aujourd'hui, vous avez l'ancien président Zerwal qui a été approché. Vous savez qu'on a parlé pendant tout le week-end d'une réunion secrète qui aurait eu lieu en Algérie avec Toufik, l'ancien général Toufik. Eh bien, Zerwal confirme qu'il a bien rencontré Toufik avec Bouteflika, Saïd, bien sûr. Voilà, et donc lui, si on a bien compris, c'est que Zerwal a refusé. On lui aurait demandé de se charger de la transition. Bon, il a refusé. Il a compris le bordel dans lequel c'était. Et voilà, il y aurait eu aussi dans cette fameuse réunion, et c'est là que ça pose question, l'ambassadeur de France en Algérie. Et ça pose question. Audrey, est-ce que cette démission du président Bouteflika annoncée par la présidence algérienne peut-elle permettre un changement de système? Jusqu'à présent, j'ai toujours été optimiste, mais par contre, je vais pas penser comme toi, Abdeslam, dans le sens où, certes, ce qui se passe, c'est une révolution. On va pas revenir là-dessus. C'est exceptionnel. Les jeunes sont derrière. Ils sont dans l'expectative justement d'un changement de système. Maintenant, pour qu'il y ait un changement de système, il faut des nouvelles personnes qui proposent justement quelque chose de nouveau. Or là, pour l'instant, moi j'avais pas compris ça, parce qu'au début j'avais compris que au contraire, tu disais que justement comme bon bref, moi il faut un renouvellement. Il faut un renouvellement, d'autant que il peut et il doit. C'est pour ça que j'avais commencé sur ça. D'accord. Alors autant pour moi. Mais c'est l'humour centriste. Voilà. Non, mais j'ai pas la sensation que si on reste dans ce schéma-là, il y aura effectivement un changement de système. S'il y a des forces de propositions assez intéressantes de la part des jeunes, parce que moi franchement j'ai toujours focalisé sur les jeunes, parce que le mouvement est parti d'eux, et c'est eux qui en fait elles sont le moteur. Mais le problème, c'est que les personnes qui sont au gouvernement, ils vont pas partir comme ça. Voilà, on voit bien par rapport à ce qui est en train de se passer pour le gouvernement de transition. Donc là, pour le coup, je vais être un petit peu moins optimiste que d'habitude. Un peu inquiète? Peut-être pas inquiète, mais on va dire réaliste. Ouais. J'aimerais qu'il y ait des jeunes qui puissent s'exprimer, ou alors qu'on puisse leur donner la parole, mais je crains que les propositions soient pas suffisamment fortes. Et j'espère que ça le sera, mais pour l'instant je le vois pas comme ça en fait. Philippe Boriachi, il est optimiste? Écoute, au vu des avancées spectaculaires qui s'est passé en l'espace de 15 jours, et je pense qu'il y a 15 jours, on n'aurait jamais imaginé entendre que le président n'allait pas se représenter, qu'il allait avoir un remaniement. Oui, on peut être optimiste, mais je pense pas que le système ou le pouvoir en place va accepter de tout lâcher. Et d'ailleurs, je crois que personne ne le souhaite au fond. Ils veulent plus de démocratie. Il faut écrire une nouvelle constitution, parce que le peuple algérien appelle à une deuxième révolution, et une révolution vraiment d'amour, de paix et de fraternité. On le voit bien à toutes les manifestations. Il n'y a pas un débordement, il n'y a pas un mot au-dessus de l'autre. D'ailleurs, il y a tout est vraiment encadré par des militants. Tu as des personnes qui mettent des bouteilles d'eau sur tout le passage. En fin de cortège, les jeunes ramassent tous les détritus éventuellement qu'on pourrait trouver sur la rue. Enfin, c'est une leçon de civisme qu'on est en train de donner au monde entier, et Gandhi n'aurait pas rêvé mieux. Et donc,
certains sont en train de sûrement essayer de gagner du temps, mais effectivement, je rejoins l'avis de mes camarades et de Jamel, ce qu'il disait la semaine dernière. Il faut non simplement des élections présidentielles, mais il faut aussi des élections législatives ouvertes, réelles. Et moi, je continue et j'insiste là-dessus à dire, puisque vous faites une nouvelle constitution, supprimez cet article 51 qui nous prive, nous, binationaux, vos frères de France et d'ailleurs, de pouvoir, si un jour on le souhaite, ou même maintenant instantanément, pouvoir aider à cette transition et à apporter aussi notre pierre à l'édifice. Parce que moi, ça fait très longtemps, effectivement, que je suis pas parti en Algérie. On essaie de préparer avec les amis, avec Abdel Salem, un déplacement cet été pour le 5 juillet. J'ai peut-être dit un secret qu'il fallait pas faire. Voilà, ça se fait. Mais réellement, on a des choses à apporter. On peut pas accepter uniquement que la manne de la diaspora lorsqu'elle vient l'été, lorsqu'elle fait construire, etc. Il faut aussi, nous qui avons grandi dans des démocraties, qui prenons des fonctions électives, qu'on puisse aussi apporter une autre vision, moins nombriliste et moins d'entre-soi. Donc, c'est vraiment tous ensemble, avec ceux et celles qui aiment le peuple algérien et l'Algérie. Je pense, moi, à toi, par exemple, Christophe, tu es beaucoup plus algérien que moi, il faut le dire. Il faut qu'on puisse venir aider, contribuer, apporter, reconstruire la deuxième révolution, celle de l'amour, de la paix, de la fraternité. Alors, bouge pas, Abdeslam, on va accueillir Mohamed, qui est avec nous. Bonjour, Mohamed. Oui, bonjour. Mohamed, il nous appelle d'où, c'est Mohamed? Marseille. De Marseille. Comment ça va, Marseille? Très très bien, ça fait plaisir de vous entendre et de vous suivre et vous remercier surtout parce qu'en fait on comprend pas tout ce qui se passe, nous notamment par rapport aux différents articles, l'article 7, article 8, article nanana, et ce qui est bien avec vous c'est que vous expliquez à chaque fois la définition de l'article. Ça nous permet déjà de comprendre un petit peu les choses, de savoir qu'est-ce qu'on demande et alors justement ça tombe bien que vous dites ça, vous disiez ça mon cher Mohamed, parce que finalement ce que fait Bouteflika, enfin le clan Bouteflika, parce qu'on sait pas trop si c'est lui ou pas, justement quant à la demande de Gued Salah, le chef d'état-major, c'est tu te le mets où je pense, l'article 102, c'est moi qui décide quand je démissionne, et là ça change tout quand même. Bien sûr, ça change tout, et en fait nous, on va dire derrière, on se demande qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, il y a quelque chose à laquelle je voulais réagir, en fait, et j'ai essayé de vous appeler plusieurs fois avant, mais bon, je pense qu'il y a un grand succès pour intervenir par rapport à votre émission. C'est votre succès à vous, messieurs, dames. C'est vous qui contribuez à ce succès. J'ai juste, quelque chose qui m'intrigue. En fait, pour moi, Guy Salah, j'ai l'impression qu'il veut montrer qu'il est l'homme fort, mais pas seulement. Veut que le peuple le voit comme la personne qui a fait changer les choses et qui a intervenu et qui est là pour le peuple parce qu'il a changé d'avis plusieurs fois, et en fait surtout pour dire là c'est grâce à lui et grâce à son appui qu'on a réussi à faire ça. Mais en fait le problème que je me pose, c'est que est-ce que Guy Salah fait partie aussi du système et c'est pas le seul moyen il en a fait partie du système bien sûr. À trouver pour garder la main. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, on a quand même un tout petit peu un élément de réponse quant à sa sortie justement, quant à l'application de l'article 102. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas après, etc. Pourquoi pas avant? Mais bon, il l'a fait maintenant parce qu'il semble-t-il, il était sur la sellette et que le camp Bouteflika voulait justement l'écarter, le remplacer par une autre personne, j'allais dire plus fidèle au clan Bouteflika, et donc il a senti le coup venir et donc il a tiré le premier, quoi. Moi je me pose plutôt la question si c'est plutôt un superfuge du clan Bouteflika pour garder la main plutôt, parce que à la base Toufik, en fait c'est plutôt le clan qui l'a renvoyé et plutôt mis en avant. Il est réutilisé par ce même clan aujourd'hui, Toufik, parce qu'il était dans cette réunion avec Zerwal, donc il était. Donc vous voyez, c'est vraiment un jeu d'échecs qui se produit en ce moment en Algérie, un jeu d'échecs, un jeu de poker menteur, un jeu de celui qui tirera le premier. Et de la réaction de l'autre, vous voyez, on est vraiment, et tout cela évidemment au milieu, c'est le peuple qui pour l'instant. Exactement ça. Moi c'est juste la question que je me pose, je veux vous la poser. Est-ce que vous trouvez que le clan Bouteflika et tout ce qui se passe en Algérie sont vraiment des pros? Des pros, ah oui, sont vraiment des pros. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. Vraiment pros, parce que je les trouve très amateurs, parce que personnellement, on va dire, allez, je me mets à la place d'un clan qui va sauter et que peut-être, soit il a pas vu le coup venir, mais vraiment, ils sont vraiment. Ça, on est tous d'accord, ils ont pas vu le coup venir.
soit théoriquement, ils mettent en avant quelqu'un qui va remplacer Bouteflika et à ce moment-là, ils prévoient tout à l'avance. Et hop, le jour des élections, on a mis quelqu'un en avant, dans tous les cas c'est trafiqué, et à ce moment-là, ils gardent toujours la main. Merci Mohamed pour votre question, somme toute très intéressante justement, Abdeslam. Est-ce que ce clan est pro? C'est la question que pose Mohamed de Marseille. Qui n'a pas vu le coup venir, ça c'est clair. Alors c'est un clan qui a tout intérêt à vouloir garder le pouvoir. Oui. Pro, pas pro. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'ils n'ont pas prévu de plan B et qu'ils n'ont pas d'homme providentiel à présenter, puisque aujourd'hui ils jouent la montre et ils attendent de voir. Ensuite, moi je tenais à remercier cet auditeur qui dit justement que France Maghreb 2 fait preuve de pédagogie en expliquant les articles. Alors, pour le coup, je vais lire l'article 7, qui est souvent évoqué dans les manifestations. C'est le pouvoir constituant appartient au peuple. Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne. Le peuple exerce par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus. Le président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté politique. Voilà. Ça, c'est l'article 7. Exactement. Que réclame aujourd'hui le peuple dans la rue. Exactement, puisque le pouvoir appartient au peuple. Pour résumer cet article. Et bien sûr, et Philippe évoquait tout à l'heure l'article 51, du coup, qui s'appelle l'article 63 maintenant, parce que ça a glissé depuis, qui interdit à des binationaux d'occuper certains postes. Et pour l'histoire, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Je m'étais rendu en Algérie, j'ai pour ami le vice-président de la Wilaya de Batna, que je salue, Monsieur Brima, et en fait quand il a commencé à me poser la question de cet article que j'avais défendu d'ailleurs, je m'étais opposé à l'article 51, j'avais eu l'occasion d'être invité à la télévision algérienne et je devais débattre avec un certain Jamel Bourras qui a décliné l'invitation. Bon, et donc lorsqu'il m'a demandé mais de quoi il s'agit ? Député algérien. Oui, le député algérien, pas le judoka. Oui, bien sûr. Et en fait, lorsque mon ami Monsieur Brima, le vice-président, me pose la question, il me dit mais en quoi ça vous gêne l'article 51 ? Et je lui explique, je lui dis si demain tu as besoin de moi comme conseiller, comme collaborateur, tu ne peux pas m'employer parce que je suis binational. Et il me dit mais c'est pas juste. T'as l'Algérie au cœur autant que moi. Comment est-ce que toi tu pourrais te discriminer à ce point ? Mais je dis mais c'est exactement ça le problème. C'est exactement ça. Donc, et c'est quoi l'indicateur justement de cette volonté de s'investir ou non pour un pays ? Alors, on va accueillir notre spécialiste en la matière. Il y en a plusieurs dans l'équipe et dans l'émission. Sofiane Lakhdari, comment ça va, mon Sofiane ? Salut Christian. Je suis pas un spécialiste, un observateur. Moi. Ouais, le meilleur d'entre nous. Ouais, t'es le meilleur d'entre nous, voilà, c'est ça. Ah ouais, non. Je voulais répondre, si tu permettais, Christophe, après avoir salué Abdeslam, Audrey et Philippe, pour répondre à la personne qui doutait un peu, parce qu'en vérité, aujourd'hui, il y a un bras de fer au sein du pouvoir. Oui. Ça vous a pas échappé, entre l'armée, avec le président avec le chef d'état-major Gaït Salah, et vous avez le clan présidentiel avec la famille Bouteflika. Oui. Et aujourd'hui, les gens, le peuple, en vérité, il est divisé en trois. Il y a certains qui vous disent, nous préférons qu'ils s'entretuent entre eux et nous, on se met à l'écart de tout ce qui est en train de se passer. D'autres qui vous disent, non, c'est un cinéma afin que le clan ou le régime persiste. Et vous avez des gens comme moi qui sont pour que l'armée éjecte ce clan de Bouteflika et qu'elle assure après la transition de manière transparente avec les différents acteurs politiques au niveau de la scène politique algérienne. Et aujourd'hui, pourquoi je fais confiance à l'armée ? Parce que dès le premier jour et de la première jour de manifestation, l'armée a pris position en faveur du peuple. C'est la seule raison. Alors imaginez un instant si l'armée était avec le clan présidentiel, on n'aurait pas eu 6 semaines encore de manifestations pacifiques, on aurait eu de la répression, et on voit la communauté internationale comment elle est silencieuse des événements qui se déroulent en Algérie, un silence un peu complice avec le clan présidentiel, si on voit par exemple les capitales françaises ou américaines pour le moment, et pour cette raison qu'il faut espérer, parce qu'après si on reste à l'écart de ce qui est en train de se passer, et ce qu'ont voulu certains, c'est qu'on reste neutre dans un destin qui nous est commun. Aujourd'hui, il y a eu une manœuvre de Saïd Bouteflika afin de nommer un nouveau chef d'état-major, et en vérité, d'emmener une guerre civile, d'entamer une guerre civile à l'intérieur de l'Algérie. La question que je me pose, et la question qu'on se pose, on est certains à se la poser, Sofiane, je te la pose directement, je vous la pose à tous. Est-ce que le camp Bouteflika a envie de mettre le feu en Algérie ? Vous savez, la fameuse théorie, après moi le chaos. Bien sûr, c'est sa seule. Il a essayé tous les manœuvres. Aujourd'hui même, il est reparti à Sali avec le général Toufir qui a été limogé en 2015. Ah oui.
Et on fait appel à Yamin Zeroual, et tout le monde connaît les relations tendues entre le clan Bouteflika et Yamin Zeroual en 99. Alors du coup, ils sont vraiment à l'agonie. Les partis politiques qui ont amené la candidature de Bouteflika au 5e mandat, que ce soit le RND, que ce soit le FLN, ils appellent aujourd'hui à la démission de Bouteflika. Ouais. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle déclaration de tous les partis d'opposition qui n'obéiront ou bien qui n'accepteront aucune décision venant d'El Mouradia. Aujourd'hui, il y a eu une campagne médiatique depuis hier soir, comme quoi que Bouteflika est malade cliniquement et que c'est Saïd Bouteflika qui émet cette décision. Qui manœuvre. On est en train de préparer l'opinion publique afin d'arrêter c'est un véritable jeu un véritable jeu d'échecs, un véritable jeu de poker menteur qui se joue en ce moment au sommet de l'État algérien. Et l'armée, en vérité, l'armée veut régler la chose de manière constitutionnelle et de ne pas faire un coup d'État à l'égyptienne avec la campagne médiatique qu'on connaît au niveau des médias occidentaux, comme quoi que c'est l'armée, que c'est un coup d'État, que c'est un nouveau Sisi. Et en aucun cas, le Gaïd Salah a comme projet de devenir le nouveau Sisi ou devenir un président par intérim. En aucun cas, l'armée ne voudra cela. Merci mon Sofiane pour ces explications claires, efficaces comme d'habitude. Dans un instant, c'est ce que veut le peuple algérien depuis maintenant. La liberté avec Soul King et Oulel Badja sur France Maghreb 2. Oh, que ce titre, il continue de grimper et de battre des records de vues sur YouTube. Et c'est devenu d'ailleurs l'hymne maintenant des manifestants en Algérie. Soyez les bienvenus. De l'Algérie, il en est encore évidemment question, toujours et encore. On suit j'allais dire plus que jamais ce qui se passe en Algérie, et ce depuis le début et sans relâche. On essaye de comprendre ce qui se passe, de décortiquer cette actualité un petit peu compliquée, difficile et en même temps imprévisible, c'est le cas de le dire, avec vous, chers amis auditeurs. Et cette question aujourd'hui, le départ, la démission annoncée par la présidence de Bouteflika, peut-elle permettre un changement de système? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez aussi sur Facebook France Maghreb 2. Vous êtes 71% à penser que non, ça ne permettra pas un changement de système. Et sur Twitter, le grand forum FM2, 67% à penser également que non. Eh bien, vous continuez de voter, de nous appeler aussi au 01 40 33 9000, bien entendu. N'oubliez pas, je vous le rappelle aussi, on salue nos amis de Radio Constantine qui écoutent et reprennent notre émission Le Grand Forum en Algérie. On vous salue, Tahia Jazer, amis algériennes, algériens. Et vous pouvez évidemment, je vous incite à le faire, à télécharger l'application de votre radio, ainsi rester connecté partout dans le monde à l'écoute de votre émission Le Grand Forum et de votre radio qui s'appelle le France Maghreb 2 tout simplement. Pour l'heure, on va changer un petit peu de sujet, on va parler d'un sujet qui était évidemment au cœur d'une intention de notre ami Abdestamitash, qui plus est, il est un peu spécialiste en la matière et ça fait plusieurs émissions au vu de l'actualité qu'on n'a pas pu le faire. Alors on a dit aujourd'hui on le fait quoi qu'il arrive, c'est le mobilier urbain, c'est par Abdestamitash, c'est la vie tranchée, c'est parti, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors pourquoi, Abdeslam, as-tu choisi de vouloir évoquer aujourd'hui dans cette avis tranché le mobilier urbain? Eh bien, ça tombe pile avec un événement, une inauguration qui a eu lieu ce week-end à Étampes. Et je tenais à remercier Mamassi qui était à l'initiative de la nuit que nous avons passé dehors il y a 1 an. Nous avions alerté les pouvoirs publics à l'époque sur cette précarité, sur ces personnes qui dorment dehors. Donc la transition est toute faite. Moi, je vais vous parler de mobilier urbain. Et le titre de mon avis tranché, c'est le mobilier urbain, pas si urbain que ça. Alors Christophe, tu connais cette expression « Merci, vous êtes bien urbain » ou encore « Vous serez bien urbain de me donner un coup de main ». Définition, être urbain, c'est être civilisé, poli, serviable. On connaît le sens littéral et étymologique du mot urbain. Il est formé sur le latin urbs, urbis au génitif, qui signifie ville, et les villes sont tant développées ces dernières années en France. Ce qui est tout à fait étonnant, car les premières directions prises par ce mot, et cette idée était totalement inversée. Je voulais vous parler de mobilier urbain, celui qui n'est pas urbain, civilisé, serviable. Oui, je vais vous parler d'une certaine déshumanisation du mode de vie, le mobilier urbain anti-SDF. Cachez cette misère que je ne saurais voir, hors de ma vue. Beaucoup s'indignent de la misère sociale, dans laquelle des familles sont jetées à la rue, mais personne ne les veut sur le palier de leur porte. Je tiens à rendre hommage aux associations de maraude, qui sont sur le terrain, telles que Banlieue Plus, Sofiane et les Anges de la Nuit, les Colis du Cœur,
Speranza, la courte échelle et tant d'autres. Mais revenons, voulez-vous, à notre sujet, le mobilier urbain anti-SDF. Soyons humains, c'est le nom de la nouvelle campagne lancée le mercredi 16 décembre par la Fondation Abbé Pierre et Emmaüs Solidarité pour dénoncer l'ensemble du mobilier urbain placé dans plusieurs villes en France. Picots, poteaux, plans inclinés et même douches automatiques. Tous ces dispositifs empêchent les sans-abri et les grands précaires de s'asseoir ou de s'allonger dans l'espace urbain. Sur le site internet lancé pour l'occasion, la Fondation Abbé Pierre invite les internautes à dénoncer cette situation en tweetant leurs propres photos de mobilier urbain anti-SDF. Depuis le lancement de l'opération, plus de 100 photos ont été partagées depuis Paris, Lyon, Marseille et Montpellier. Selon les chiffres indiqués par la Fondation, le nombre des personnes SDF a augmenté de 50% entre 2001 et 2012. Nicolas Clément, président du collectif Les Morts de la rue, s'indigne. Ce n'est pas ça qui retire les gens de la rue, ça les pousse. Mais ça ne les retire pas. Moi j'ajouterais, ça les tue. Lorsqu'il y a une chute brutale de température et que l'on ne trouve pas un endroit pour s'abriter, eh bien on en crève. Honte à ces maires qui commandent ce type de mobilier auprès des fabricants, qui gagnent leur vie sur l'exclusion, avec une inventivité qui fait parfois froid dans le dos, pour empêcher les plus démunis de s'abriter ou de prendre du repos. Ces mauvais maires qui achètent ce mobilier agressif envoient ces personnes fragiles chez les bons maires. Ceux qui refusent par éthique et humanisme ces procédés d'exclusion. Les mauvais maires, repoussant la détresse sociale, passent pour les bons maires. Voyez ma ville, elle est belle, elle est propre. Et les bons maires, dirigés par leurs valeurs humanistes, qui s'interdisent ce type de pratique, passent pour de mauvais maires. À la vue des SDF s'agglomérant devant une bouche à air, dégageant un peu de chaleur. Nous assistons à une inversion de valeurs. La Fondation Abbé Pierre invite chaque personne qui serait témoin d'un tel dispositif à prendre une photo et à la poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Soyons humains » au pluriel. Si la personne autorise la géolocalisation du cliché, celui-ci sera automatiquement répertorié sur le site internet dédié soyonshumains.fr, de façon à donner, à voir et à dénoncer l'ampleur du phénomène. Vous pouvez aussi interpeller vos élus locaux et exprimer votre désaccord sur l'usage des deniers publics pour ce type de mobilier urbain anti-SDF. Après cette chronique, nous espérons que vous verrez le mobilier autrement. Merci mon cher Abdeslam, merci beaucoup. Et justement on est, puisque tu y as fait référence de ce qui s'est passé à Étampes le week-end dernier avec Mamassi. Bonsoir Mamassi. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors première réaction peut-être à l'avis tranché de notre ami Abdeslam Itache. Je suis absolument d'accord avec mon collègue élu. J'ai envie d'aller même beaucoup plus loin, au-delà même d'être humain. Et nous sommes tous aujourd'hui en réalité anti-mobilier urbain, anti-SDF. Moi j'ai envie de dire, parce que effectivement, à la vue et même plein d'autres choses, c'est des choses qui peuvent nous poser souci. Mais j'ai envie de dire, allons plus loin, proposons des alternatives. On ne peut pas aujourd'hui mettre sur différentes communes, sur différents territoires, des mobiliers urbains anti-SDF et ne rien proposer en face. C'est juste pas logique. C'est pas logique. En fait, les SDF, si j'ai bien compris l'avis tranché de notre ami Abdeslam, et aussi de différents appels de différentes associations, c'est les SDF, on les veut, on en veut, mais pas chez soi. C'est ça, hein? Ouais, c'est presque ça, oui. Enfin, on veut s'en occuper, je veux dire, parce que personne n'en veut, évidemment, qu'on me comprenne bien. On veut s'en occuper, on est sensible, mais dès l'instant qu'ils sont pas chez soi. C'est ça. Ouais. Et ça pose un problème d'une réelle volonté. Et là, pour le coup, c'est les municipalités qui, pour le coup, ne font pas leur travail, ou au contraire, justement, les chassent pour qu'ils puissent pas venir, j'allais dire, salir ce beau paysage, cette misère qu'il s'agit de vouloir cacher, en fait. Alors, si vous me le permettez, cette situation, elle est beaucoup plus complexe que ça. Hein. C'est pas, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la compétence du logement, c'est pas une compétence ville. C'est une compétence régalienne de l'État. Ça commence comme ça, en fait. Après, il y a des communes, effectivement, qui vont outrepasser leurs devoirs et qui, du coup, vont prendre des responsabilités et des compétences qui ne sont pas les leurs. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs sur Étampes, hein, en installant la Villa du Cœur. Je pense pas qu'il y ait de bons maires ou de mauvais maires. Moi, sur ce coup-là, je suis un peu moins tranché que Abdeslam. Je pense juste qu'effectivement, on ne peut pas et on ne doit pas à chaque fois se renvoyer la balle et être un peu dans la politique de la patate chaude. C'est en se disant, c'est une compétence qui ne me revient pas, donc je me sens pas concernée. Moi, je pense que cette question, il faut la traiter avant tout de manière humaine.
faut parler humainement. Et après, oui, politiquement, c'est un sujet parce que ça questionne, parce que là, on parle du mobilier urbain anti-SDF, mais moi, la première question que je me pose, c'est comment on en est arrivé là? Comment aujourd'hui, en 2019, on peut se retrouver à avoir ce genre de conversation? C'est compliqué quand même. Quand on entend des chiffres comme 140 000 personnes, augmentation de 106%, 600 000 enfants à la rue, 500 morts à l'année, enfin, je veux dire, c'est inquiétant. Abdeslam. Hyper affolant. Abdeslam. Oui, Mama, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement de l'inauguration à Étampes de cette maison qui était. Alors pour le coup, lorsque tu avais présenté le projet, les gens t'ont regardé avec de très gros yeux. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, alors déjà ils nous regardent de gros yeux. Pourquoi? Parce que comme je l'ai pu le répéter tout à l'heure, c'est pas notre compétence. Donc assez rapidement, on se pose la question de pourquoi tu t'intéresses à un sujet qui, en réalité, ne devrait pas nous concerner. Très 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 compliqué de convaincre les différents partenaires de dire à un moment donné stop. Après, l'idée de la Villa du Cœur, c'est quoi l'idée? Oui. Ouais, alors c'est un concept de camions frigorifiques qui ont été raménagés en logement. D'accord. Du coup, c'est l'initiative d'une association qui s'appelle Home 311, un architecte. Et donc du coup, lui, il est parti du principe où on pouvait recycler, mais recycler intelligemment. Et donc du coup, afin extraordinaire. Et donc voilà. Et donc du coup, honnêtement, à l'intérieur, on a l'impression d'être dans un mobil-home. Il a fait 4 chambres individuelles avec un lieu de vie, des toilettes indépendantes et une salle de douche. Formidable, comme quoi, hein, finalement, avec des bonnes idées, des bonnes intentions, on peut arriver. Tiens, Philippe, toi, qui s'intéresse de très près aussi à ta ville. Est-ce que le mobilier urbain dénoncé par Abdeslam, justement, on le retrouve un peu hors lit ou pas? Non, on n'en retrouve plus de bancs du tout, pratiquement. Mais j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Mamassi. D'ailleurs, je la félicite pour tous les combats qu'elle mène, et elle arrive à fédérer lorsqu'elle lance des rassemblements au-delà de toutes les étiquettes politiques. Vraiment bravo, c'est un modèle réellement à suivre. Moi, j'ai juste une question sur ces camions frigorifiques recyclés. Comment ça se passe en période hivernale? Est-ce que l'isolation est optimum ou enfin je suppose que vous avez dû les tester en grandeur nature et du coup comment est venue l'idée de? Alors il faudrait que vous questionniez du coup le président de l'association 311. Je pense il serait plus à même que moi de vous répondre. Après, sur la question technique, oui, bien sûr, avant de l'installer sur Étampes, on s'est posé toutes ces questions-là. À l'intérieur, déjà, il y a des chauffages, d'un point, au niveau des chambres et des lieux communs. Et sur tout l'aspect, justement, technique, on y a associé les services techniques de la ville qui, eux, vont gérer, justement, vont faire en sorte que cette structure soit pérenne. Parce que l'idée, c'est ça. En fait, l'idée de la Villa du Cœur, elle a été là. Ça a été de dire... on est sur un concept de camion frigorifique, donc clairement à moindre coût, hein, ça coûte beaucoup moins cher qu'un modulaire, puisqu'on est sur des frais avoisinant les 60 000 euros. Ça revient clairement à rien, mais de dire, nous, on n'est pas sur la question de la période de grand froid, où on ouvre des gymnases pour 3 mois et que 3 mois après, on dit aux gens merci, au revoir. L'idée, c'est de se dire, il nous faut du modulaire où on accompagne les gens là où ils en sont. Clairement, donc ça peut durer 1 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, mais quand ils quittent le camion, quand ils quittent la Villa du Cœur, c'est pour intégrer un logement. C'est pas pour retourner à la rue. Sinon, clairement, on a échoué. Ouais, c'est une passe de transition qui permet déjà de reprendre pied, de prendre confiance en soi. Et je suppose qu'il y a tout un accompagnement à côté pour. Absolument. Parce que souvent, voilà. Malheureusement, lorsque quelqu'un se retrouve dehors, c'est l'escalade des emmerdes et des problèmes, compliqué pour le travail, compliqué pour le compte en banque. Enfin, voilà, tu te retrouves derrière. La question justement du principe du logement dehors, c'est ça, c'est de dire on sécurise, on accompagne, on réinsère. C'est dans cet ordre-là. Alors, Audrey, tu as écouté un petit peu tous ces échanges, la vie tranchée de Abdeslam. Quel est un petit peu ton regard sur tout cela? Comme quoi, quand on veut faire les choses, on peut faire les choses. Ah bah ça a toujours été ma philosophie, donc forcément je vous félicite. On n'a pas l'occasion de se connaître, mais j'ai fortement entendu parler de votre projet. Moi en fait oui, la question que j'avais à vous poser, c'est un petit peu celle que Philippe vous avait posée, c'était comment
comment vous est venue l'idée de passer à l'acte, parce que bon, j'imagine que en fait on a tous cette idée, en fait, enfin je pense on a envie d'aider son prochain, mais comment vous vous êtes mis en marche, quoi, tout simplement, sans faire de jeu de mots. Oui. Sans faire de jeu de mots. Il faut faire attention. Voilà, c'était pas volontaire. Mais vous êtes en marche avant marche, Mamassi. Exact. Non, on m'a presque dit que j'étais une gilet jaune avant les gilets jaunes. Ah, bon, c'est autre chose après, oui. Non, blague à part. Vous savez, je suis travailleur social. Je suis éducatrice spécialisée depuis une 12aine d'années, donc moi, c'est un sujet que je connais bien et qui clairement me prend. Après, sur la question il a fallu bouger au niveau politique, je vais vous dire clairement, c'est les jeunes qui nous ont forcé la main. Lors d'une maraude où justement les jeunes, ils en avaient marre en fait toutes les semaines d'aller distribuer des soupes et puis d'aller donner des vêtements. Ils me disaient, mais maman, à un moment donné, on distribue des soupes, on donne des vêtements, mais le lendemain, les gens, ils sont dans la même misère. Ouais. Et de manière assez impulsive, moi, je leur ai répondu, mais je sais bien, mais c'est pas à notre niveau, c'est politique. Et les jeunes m'ont répondu, mais t'es pas une politique, toi? Et je m'y attendais pas, en fait. Et je m'y attendais pas, et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, je fais comme tous les politiques, je renvoie à chaque fois la balle. Et là, je me suis dit, il faut réagir. Il faut clairement qu'on agisse. Ils ont raison. On a des écharpes aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de rester sur nos communes avec des écharpes. On est élus de nos communes, mais on est surtout des élus de la République. Et là, je me suis dit, faut y aller, faut faire quelque chose. Donc, très impulsivement, et c'est pour ça que c'était pas ni travailler, on a lancé le mouvement On va dormir dehors pour dénoncer le sort des SDF. Et c'est comme ça que, voilà. Est-ce qu'on peut vous suivre, Mama, sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu votre activité? Parce que quand il y a une action qui est menée, on aime bien aller jusqu'au bout des choses. Donc, comment peut-on vous suivre justement sur la suite à donner de ce qui s'est passé à Étampes, par exemple, ce week-end? Alors, sur les réseaux sociaux, sur ma page Mamassi, mais ce qui est important de savoir, c'est que je suis certes la présidente du collectif Personne Dehors, mais je ne suis pas toute seule. On est un peu plus d'une 50aine d'élus. Il y a de nombreux citoyens justement là qui nous rejoignent, des travailleurs sociaux, il y a même un avocat. Les gens commencent à s'intéresser, ça commence à prendre et tant mieux, j'ai envie de dire. Du coup, on va vraiment asseoir le collectif. On a déjà été contacté par des communes qui visiblement s'intéressent à cette question de Villa du Cœur. Donc j'ai envie de dire tant mieux, c'est que le message est en train de passer. On va tenter au maximum de convaincre. Et je me dis qu'aujourd'hui, si on réussit à installer une centaine de villas du cœur un peu partout, on réussira à éradiquer ce que moi j'appelle un fléau, parce que c'en est un. Et une fois de plus, ce projet, il est pas politique, il est humain. Ça veut dire que j'invite vraiment toutes les personnes qui ont envie de se battre, qui ont envie de se bouger, qui ont envie de dénoncer, parce que à un moment donné, si c'est pas nous qui le faisons, personne ne le fera. C'est pas un sujet, politiquement parlant, qui plaît forcément. Hein. Je vais vous donner un scoop, les sans-abri, la plupart du temps, ils ne votent pas. Hein. Oui, ça c'est clair, oui. Les jeunes, c'est clair. Donc du coup, mais on peut plus. Et puis honnêtement, on peut pas se contenter d'aller donner un café. C'est pas possible pour se donner bonne conscience. Je pense qu'on peut aller plus loin. On se doit d'aller plus loin. Et si notre écharpe elle sert au moins. Mamassi, comment vous interprétez ce qui s'est passé à la télé dimanche soir chez Ardusson, où Raquel Garrido, émue aux larmes devant cette dame d'un certain âge, SDF, et elle a dit: vous venez dormir chez moi le temps que vous trouviez une solution pour votre cas. C'est l'humain qui a été replacé au centre du chose, ou encore une fois peut-être un coup politique? Bon, moi, je me permettrai pas de dire que c'est un coup politique, parce que je juge pas les personnes. Je pense que non, humainement, je pense qu'elle a été touchée. J'espère, en tout cas. Une fois de plus, ce sujet-là, ça doit pas être un sujet politique. C'est-à-dire, on ne doit pas en faire de la politique politicienne. Et si ce témoignage, il lui a permis d'ouvrir les yeux, j'ai envie de dire à Regan que il reste plus de 140 000 personnes à sécuriser. Pas sûr que son logement suffise à accueillir. Voilà. Qu'elle rejoigne notre collectif, qu'elle nous accompagne dans cette démarche, qu'on puisse pousser au maximum et les pouvoirs politiques et les différentes communes à nous rejoindre, parce que si tout le monde y met du sien, clairement, politiquement, on peut changer les choses. Merci Mamassi en tout cas. Merci, pour votre courage, pour votre ténacité. Ça fait, moi aussi j'ai pas eu l'occasion de vous connaître, mais en tout cas je vous suis de très près de par les différents chroniqueurs qui me parlent souvent de vous et de vos actions, et bravo pour ce que vous faites, parce que vous avez remis finalement au centre de la table l'humain, et ça c'est important et ça mérite d'être salué. Merci beaucoup Mamassi, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Au revoir, à bientôt.
quelle pêche. Bravo quand il y a des gens quand même qui travaillent dans ce sens-là. On est plus que preneurs, vraiment. Bravo Mamassi et à tout ce qu'elle fait évidemment et à tous ceux qui l'accompagnent aussi. Voilà. Alors 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler pour continuer d'évoquer ce sujet à la une aujourd'hui quant à la démission du président Bouteflika annoncée par la présidence algérienne. Est-ce que cela va-t-il permettre de changer de système? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui évidemment. Mais dans un instant, on va écouter un coup de cœur musical choisi par notre ami Fifi. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Et j'avoue que t'as bon goût là pour le coup mon ami Philippe. C'est un artiste que j'aime beaucoup qui plus est, avec ce groupe aussi que j'ai eu l'occasion de voir et vraiment ce sont de vrais militants pour le coup. De qui s'agit-il mon cher Philippe? HK et les Saltimbanques. Et Assigné à résidence, c'est le titre qu'on écoutera juste après la pub. Donc c'est le coup de cœur de Philippe Boriachi. À suivre vos appels, bien sûr 01 40 33 9000, le zapping et les infos zappées. Tiens, on va parler de France 2, ils ont quelques emmerdes avec 2-3 candidats qui les embêtent pour participer à leur grand débat. Et autre chose évidemment à suivre. Et l'avis tranché de Audrey Pronosti. Il s'appelle comment l'avis tranché d'Audrey Pronosti? Ange a rejoint les anges. Quoi les anges? Les Ange a rejoint les anges. Ah, Ange a rejoint les anges. C'est pas évident à dire. Hein. Oui, entraînez-vous pendant la pub. On est de retour très vite. À tout de suite. Super choix de notre ami Philippe Boriachi. Coup de cœur de Philippe Boriachi. C'est Ashta et les Saltimbanques. J'en profite d'ailleurs pour saluer Kadour. Qui est chez lui là-bas dans son Périgord et super groupe Ashta et les Saltimbanques donc assigné à résidence sur France Maghreb 2. C'est le titre. Et c'est le grand forum, vous êtes bien sur France Maghreb 2, oui en direct avec l'équipe du LGF aujourd'hui, Audrey Pronosti, Abdestamitash, Philippe Boriachi et vous, chers amis auditeurs, vous allez pouvoir nous appeler bien sûr encore et toujours au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis sur ce sujet à la une aujourd'hui, notamment la démission annoncée de la présidence algérienne de Bouteflika. On ne connaît pas encore la date. Est-ce que cette démission va-t-elle permettre un changement de système? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez en direct au 01 40 33 9000. Pour l'heure, on va passer à un avis tranché et il est signé Audrey Pronosti. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et le titre de cet avis tranché, c'est Ange a rejoint les anges. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'affaire Ange Dibenecha Marifa, ce jeune homme qui est décédé ce week-end. Une affaire encore sombre car certaines questions restent sans réponse. Alors, je vais faire un petit rappel des faits. Ange avait 31 ans. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il se fait contrôler par la police par des motards. À quel niveau? Donc sur le périph' intérieur, au niveau de Porte d'Italie, à environ 2h moins 10 du matin. Alors, selon le rapport de préfecture de police, on ne sait pas les raisons exactes du contrôle. En revanche, on sait que Ange était positif à l'alcool et qu'il roulait avec une annulation de permis dans une BMW. Bon, jusque-là, les motards appellent un véhicule de police, mais c'est là que tout dérape. Toujours selon le communiqué de préfecture de police, au bout de 20 minutes, Ange aurait ingéré une substance non identifiée. C'est là qu'il convulse. Et il est transporté d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Là où le bas blesse, c'est que la famille ne sera informée que le vendredi de l'état de santé d'Ange. Il décédera donc d'un malaise cardiaque dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, pourquoi j'ai voulu parler de cette histoire? Pour une raison bien simple. Samedi soir, j'ai pris connaissance d'une vidéo, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, celle d'une maman, la maman de Ange. Comment y rester insensible? Elle était désemparée, elle savait qu'elle allait perdre son fils, elle cherchait à comprendre. Elle a pris son téléphone, elle a parlé à chaud, elle a parlé sur les réseaux sociaux. Et je suis sûre que la plupart d'entre nous se sont posé la même question. Est-ce que c'est encore une bavure policière? Oui, je le dis. Je l'assume. C'est la question que je me suis posée, en tout cas sur le moment. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'en est une, je dis pas que c'est le cas, mais j'ai hâte d'avoir les conclusions de l'enquête. Et bien sûr, le rapport toxicologique qui nous en dira davantage.
Mais c'est révélateur d'un climat particulier quand même. C'est un climat qui est sous tension, un climat qui, à chaque nouvelle histoire, malheureusement, nous renvoie aux anciennes, à celles qui ne sont pas réglées, comme celle d'Adama, et j'en passe, ou celles qui tombent dans l'oubli, comme celle de Ziad Bouna, et bien sûr celles que l'on craint à nouveau. Alors pour revenir à l'affaire de Ange, même si les sources policières considèrent que le produit ingéré était de la cocaïne, qu'il était connu de la police, du moins des services de police, et qu'il avait un passif judiciaire, qu'une saisie de 50 grammes a été faite selon LCI, on peut se poser quand même quelques questions, notamment s'il a ingéré de la cocaïne à dose mortelle. Comment a-t-il bien pu faire ? Ben oui, parce que selon une source fiable, il était menotté. Pour preuve, ses poignets étaient lacérés. Autre question, le rapport de police dit qu'il était en annulation de permis. Ok, moi je veux bien. Sauf qu'on nous dit qu'il avait plusieurs identités et que c'est justement pour cette raison qu'ils n'ont pas pu prévenir la police le jour de l'hospitalisation. Et enfin, dernière question. Toujours selon cette même source, Ange a été arrêté. Oui, mais pourquoi ? Tout à l'heure, je vous disais que sur le rapport de police, on ne connaît pas la raison. Il était au téléphone. Sauf que il avait mal raccroché. Alors je vous laisse vous poser vos propres questions, Cette affaire a donc suscité le malaise. D'ailleurs, il est facile de constater le nombre de personnalités qui se sont exprimées sur Twitter avec le hashtag Justice pour Ange. On a eu, entre autres, Benoît Hamon, Omar Sy, sa femme, Alexis Corbière, Rokhaya Diallo, Absatoussi, entre autres. Alors voilà. Aujourd'hui, même si les réseaux sociaux amplifient les choses, cela révèle l'inquiétude d'une société. Et même si ça prendra du temps, la vérité se saura et justice sera faite. Et justice pour Ange, évidemment. Oui. Merci Audrey pour avoir évoqué cette affaire. Évidemment, Ange a rejoint les anges. C'est le titre de cet avis tranché donc qu'a choisi d'évoquer Audrey Pronosti. Abdeslam, que t'évoque cette affaire ? J'allais dire parce que beaucoup parlent de bavure policière. On va se référer quand même à la justice et lui faire confiance, bien sûr. Bien que les autres affaires que l'on a citées, Adama Traoré, Ziad Bouna, ça se termine toujours par un non-lieu à la fin. Mais on va continuer quand même d'y croire. Peut-on avoir quelques interrogations à l'image de cet avis tranché de Audrey aujourd'hui concernant cette affaire un peu particulière révélée au travers de cette affaire Ange ? En effet, Christophe, c'est quand même très étrange qu'un homme ayant été arrêté meurt de façon étrange, maintenu sous assistance respiratoire et découvert 2 jours après par sa famille. Là aussi, on peut se poser plusieurs questions. J'espère qu'il y aura une enquête et qu'il y aura la lumière sur cette situation et comprendre ce qui s'est passé, à quel niveau les services de police ont été défaillants. Parce que lorsque l'on arrête une personne et que l'on prétend d'abord ne pas connaître l'identité, j'ai envie de dire, s'il a été arrêté dans un véhicule, il est très facile, via l'immatriculation, d'avoir une adresse et continuer à l'investigation. À moins que ce soit pas son véhicule. À moins que ce soit pas son véhicule. Mais si c'est pas son véhicule, on va à cette adresse-là et on continue l'investigation pour savoir de qui il s'agit et ainsi de suite. Oui. Mais il demeure assez étrange que cet homme qui était en situation valide dans un véhicule, assuré, non assuré, avec permis, sans permis, alcoolisé ou pas, peu importe, mais il était vivant. Et subitement, il se retrouve à l'hôpital sous assistance respiratoire. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il était bien vivant, le moment où il était sous assistance respiratoire, jusqu'à sa mort? Donc, en effet, il y a... C'est la question qu'on se pose, effectivement. Mais oui, mais qui demande, et à juste titre, la famille a le droit de connaître la vérité. Nous devons savoir. Ensuite, tu parlais de Ziad Bouna, des émeutes de 2005. Ouais. 10 ans après, on nous annonce que les policiers ont été acquittés. C'est très grave. C'est purement scandaleux. Ça veut dire que, en fait, la vie a une certaine valeur pour les uns et beaucoup moins pour les autres. Vous voyez, lorsque l'on est issu de certains quartiers, la vie est beaucoup moins importante que... Je veux vous prendre... Alors, vous me pardonnerez ce parallèle, mais je vous prends l'affaire du petit Grégory.
Oui. Ça fait 30 ans qu'on en parle, d'accord? Ça fait 30 ans qu'on en parle. Est-ce que Ziad Bouna, on a accordé autant de temps et autant d'investigations pour 2 enfants qui sont morts électrocutés dans un transfo? Le parallèle, je sais pas si on peut le faire dans le sens où c'est une affaire criminelle et on n'a pas trouvé le coupable. Oui. Et en plus, c'est une affaire intrafamiliale. Là aussi, c'est une affaire criminelle, d'accord, où les coupables supposés sont identifiés. Là, et là, c'est encore plus facile, puisqu'on sait de qui il s'agit. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais après, c'est... Alors Philippe, sur cette affaire dont on n'a encore pas beaucoup d'éléments, donc c'est compliqué de pouvoir s'exprimer. Hein. Exact. Et puis... dans un premier temps, j'aimerais sincèrement présenter mes condoléances à la maman, à la famille, aux amis et aux proches. Courage, on est avec vous dans cette épreuve. C'est dur pour une maman, c'est pas dans l'ordre des choses d'enterrer son enfant, dans l'ordre des choses naturelles de la vie, je veux dire, puisque l'homme est l'obsolescence programmée à l'état pur, et donc normalement on devrait partir avant nos enfants. Donc je ne souhaite à personne, même à mes pires ennemis, d'apprendre 2 jours après. Je dois en avoir 3, 4 qui se baladent. Non, mais blague à part, là, du coup, pour la maman, pour la famille, bien sûr. C'est terrible. Évidemment. Ton enfant, il est en pleine santé. Alors, qu'il soit ou pas, effectivement, je rejoins Abdeslam, connu des services de police. Je pense que lorsqu'on te juge et que tu es condamné pour quelque chose, on ne doit plus jamais t'en en parler jusqu'à la fin de tes jours. Donc, à chaque fois, il y a ce pare-feu assez rapidement d'ailleurs qui sort dans la presse. Oui, c'est quelqu'un. Rappelle-toi pour l'histoire de Théo. Rappelle-toi pour Adama, pour la femme de Traoré. Enfin, ça n'a aucun rapport. Ça suffit. On a trop d'enfants de nos quartiers qui partent brutalement chaque année. Et j'en appelle à tout le monde à leur responsabilité, et j'en appelle surtout à toutes celles et tous ceux qui en ont marre de rester calmes. Parce que en face, on a vraiment une poudrière. Tu sais, quand on parlait des événements du Gilet jaune, certains disaient il faut que la banlieue descende. Moi, j'étais un des premiers à dire surtout n'y allez pas. La maman a appelé au calme. Oui. La maman a appelé au calme. Oui, bien sûr, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est... Abdeslam faisait aussi partie de ces gens qui disaient ne pas y aller. Complètement. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une émission plus que... avec Nadir Kaya. Avec Nadir Kaya, qui n'a pas arrêté de me couper. Non, mais c'est vrai, parce que en face, ils vont pas rigoler. Tu sais, moi, j'ai été sur un plateau de télé avec un des responsables du Rassemblement National qui disait, qui parlait de 2 poids 2 mesures après les incidents qu'il y a eu à Grenoble. Je dis, écoutez, nous, au biberon, on avait le flashball. Personne n'est venu pleurer. Personne. Et je suis pas là en train de dire c'est pas grave, vous pouvez tirer sur telle ou telle personne parce qu'il n'a pas une pigmentation prononcée. On doit tirer sur personne, et on a des forces de police qui sont normalement professionnelles, qui sont entraînées, qui sont aguerries. Si c'est pas le cas, il faut revoir les formations, et on ne peut pas avoir à chaque fois des enfants qui sortent et qu'on se dit on va plus jamais les revoir. Alors effectivement on attend l'enquête, mais il faut pas que l'enquête dure 10 ans non plus. Parce que on voit par exemple sur cette pauvre grand-mère pendant les Gilets jaunes qui a eu une grenade des encerclements chez elle, qui est décédée. Il n'y a toujours pas les résultats de l'enquête, et lorsqu'il s'agit d'autres personnes, ça a été très très vite. Et moi je remercie d'être dans un pays démocratique, républicain. Je remercie les forces de l'ordre, les anges gardiens, c'est comme ça que je les appelle, de leur présence, parce que sinon ça serait vraiment compliqué. Mais être gardien de la paix, c'est être au service du peuple, et ça donne pas un permis de 007. Bon, alors, depuis hier, on a inauguré un nouveau rendez-vous, ça s'appelle la Minute de Marseille, parce que c'est une ville rebelle, Marseille. Et c'est une ville qui abrite beaucoup de personnes, des personnalités différentes, à l'image de celui que nous recevons ce soir. Monji, bonsoir Monji. Bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous les auditeurs. Alors je vais essayer d'aller vite parce que le projet qu'on porte, il est énorme. C'est faire venir une équipe d'extropiés de Gaza qui va venir à partir du 29 juin faire une tournée en France, en commençant par la Corse, passant par 29 à Annecy avec le FPS, et le 3 juillet à Gardanne, et le 6 juillet à Martigues. Moi, je travaille avec ce collectif-là qui est autour de Marseille. On essaie de créer une date en plus à Marseille, mais bon, sans affaiblir les dates qui sont proches, c'est-à-dire Gardanne et Martigues. On a besoin surtout de relais médiatiques, on a besoin de financement. Il y a une cagnotte qui a été lancée, vous pouvez la trouver sur Association.
Palestine, association Martigues, Palestine Collecte, Solidarité Sport et Handicap. Voilà, le but c'est de faire venir une équipe de stropés de Gaza, victimes des massacres et des crimes contre l'humanité commis par l'armée israélienne. En fait, c'est de partout, mais surtout à Marseille, on essaie de créer une troisième date. On a déjà 2 dates à Martigues, je disais le 3 juillet, et à Gardanne le 3 juillet, à Martigues le 6 juillet, voilà. Et surtout, on a besoin de relais médiatiques. Il faut absolument faire diffuser cette info là où vous pouvez. Merci Mondji. On rappelle le réseau social, pas le site en question. Alors le site en question, c'est Martigues Palestine Solidarité. Sinon, vous pouvez trouver sur la page de la CRI, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, elle est partenaire de cet événement. Et sinon, sur ma page perso, vous pouvez me contacter sur tous les réseaux possibles. Et il faut absolument relayer cette information parce que c'est très important. Après, il y a un pondérable qui est pas à négliger, c'est la possibilité de faire sortir l'équipe de Gaza. Vous savez, à Gaza, c'est toujours, on peut toujours attendre, et on a un bon espoir de les faire sortir le 25 juin pour arriver en Corse. Merci Mondji pour cette belle initiative. On attend votre relais médiatique qui serait très très important. Merci Mondji, voilà pour la Minute de Marseille. Autre personnalité à découvrir demain dans cette émission. Donc on va découvrir ainsi différentes personnalités de Marseille, cette ville rebelle. Place au zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, ben voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, ça veut dire... Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Pas de votre calmement, mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étal. Amis auditeurs, auditrices, bienvenue à vous. France Maghreb 2, c'est le nom de la radio que vous écoutez. Bien sûr, c'est le Grand Forum, votre émission. Et n'oubliez pas de télécharger l'application France Maghreb 2 sur votre smartphone, que ce soit sur Android ou Apple Store. Pour commencer ce zapping, ce responsable, voilà, je vais y arriver, d'un responsable syndical de police, qui était l'invité d'Yves Calvi sur Canal+, demande aux Gilets jaunes modérés de quitter le mouvement. Et il s'en explique. Ce que je souhaite vraiment, et je crois que c'est ce que les Français peuvent souhaiter, les policiers peuvent souhaiter, c'est que les Gilets jaunes de bonne foi, on peut penser qu'il y en a, outre ceux qui ont quitté le mouvement, qui vont rejoindre des partis politiques, ou ceux qui estiment qu'aujourd'hui ce n'est plus la représentativité de leur vraie doléance. Eh bien, je souhaite que les Gilets jaunes de bonne foi quittent ce mouvement, ne viennent plus manifester et aillent s'exprimer, leurs revendications dans des mouvements associatifs, syndicaux ou dans leur propre mouvement, fassent remonter leurs doléances, que ce soit politiquement ou de manière associative. Les Gilets jaunes de bonne foi invités à quitter le mouvement, Philippe, ça te fait rire? C'est pas mal. Ouais, non, mais attends, ça c'est juste extraordinaire. Non, mais et sinon, il y a des policiers de bonne foi qui pourraient se mettre en arrêt maladie ou dire on pose le casque. Ah, pas mal. Non, mais on m'a envoyé des vidéos tout à l'heure dans plein d'endroits dans le monde où des policiers qui étaient pas d'accord avec les ordres qu'on leur donnait, ils enlevaient le casque, ils posaient le bouclier. Ouais. Tu vois, par exemple, prenez modèle sur vos collègues algériens, vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Ouais. Non, mais faut être fou là. Ouais. Audrey. Ah bah moi je la trouve complètement exceptionnelle cette sortie d'un responsable syndicat. Ah ouais non, police. Ouais non, c'est n'importe quoi. Abdeslam, tu la comprends? Alors, concernant la liberté de manifester qui est inscrite dans la Constitution, il est évidemment hors de question d'interdire quiconque de manifester et d'exprimer son opinion. Ouais. Moi, je mets juste un bémol sur une chose. Oui. Lorsque l'on est à un endroit où il y a de la casse, il y a une vitrine qui tombe, surtout éloignez-vous. Oui. Éloignez-vous de cet endroit-là. Mais je ne partage pas du tout le propos de ce responsable. Mais je dis seulement, lorsqu'il y a un endroit où il y a de la castagne, ça casse les vitrines, surtout lorsque l'on est de bonne foi, eh ben, on recule de 10 mètres. On ne reste pas dans ces rassemblements-là. Mais bien sûr, le droit de manifester est inscrit dans la Constitution et je le défendrai tout le temps. Ouais. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, messieurs, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Algérie et d'autres sujets. Il y a eu un remaniement en France, ça vous a pas échappé? Ou ça vous a peut-être échappé? La nouvelle porte-parole, celle qui remplace Benjamin Griveaux, voici les premiers mots hier à l'issue du Conseil des ministres de Sibeth Diane. Écoutez.
Le président de la République a débuté le Conseil des ministres aujourd'hui en accueillant de manière chaleureuse ses 3 nouveaux secrétaires d'État, Amélie de Montchalin, Cédric O et moi-même. Et elle fait déjà l'objet d'une campagne raciste sur les réseaux sociaux, puisqu'elle est sénégalaise, enfin franco-sénégalaise, donc elle est porte-parole du gouvernement. On s'en est pris à sa coiffure, voilà, au fait qu'évidemment elle soit noire, parce qu'elle est noire, ça vous aura pas échappé. Et c'est le fait que Macron sorte du palais les proches, c'est inquiétant pour lui, Abdeslam? Il a tout intérêt à sortir les proches. On s'entoure toujours des gens les plus fiables, enfin les plus proches. Bien sûr, on donne pas les bonnes missions aux mauvaises personnes. Non, ce que je veux juste te dire, Christophe, sur cette déferlante, parce que bon, moi elle est dégueulasse. J'ai vu un article ce matin. Sibeth Ndiaye est-elle vraiment faite pour le job? Ouais. Alors, on se pose la question parce que c'est une femme et parce qu'elle est noire. Les deux. C'est purement scandaleux. Ouais, Elle a accumulé la double peine. Non, mais c'est on peut ne pas être d'accord sur ses orientations politiques. Ça se débat. On est de courtoisie républicaine. On partage. On n'est pas d'accord. On en discute. Ça fait l'objet d'un échange. Mais qu'on attaque une personne parce que c'est une femme et parce qu'elle est noire, c'est purement scandaleux. Et une troisième chose, c'est en plus elle a décidé d'être originale, avoir du style, un style qui plaît pas forcément non conventionnel. à tout le monde. Ouais, c'est clair. Donc forcément, ça déplaît. Alors là, Tu salues Philippe. Complètement là-dessus, j'ai envie de dire, Monsieur le Président, bravo pour votre audace. Alors moi je condamne d'autres propos qu'elle a tenus plutôt, sérieusement, parce que effectivement, Abdeslam il a raison, tu t'entoures de tes proches lorsque, surtout t'es à ce niveau de responsabilité, mais elle a tenu des propos qui ont été révélés dans l'Express ou le Nouvel Obs de mémoire, disant qu'elle était prête à mentir. Elle est prête à mentir et qu'il fallait mentir. Mais elle l'a assumé hier quand on lui a posé la question. Mais oui, il s'agissait de protéger la vie privée du président, et quand il s'agit de protéger la vie privée du président, je suis prêt à mentir. Non, mais ça alors là, pour le coup, alors là, moi, ça me choque pas parce que toute vérité n'est pas bonne à dire, et en politique, vous êtes... Alors, non, mais alors ça moi, je suis prêt à mentir pour protéger Pour une fois qu'une politique ne ment pas. Pour une fois qu'une politique ne ment pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose de scandaleux? En disant qu'elle allait mentir. Non, mais je suis prêt à mentir pour protéger Christophe. Philippe, qu'en pense le patron des Verts? Yannick Jadot, de ce remaniement. Écoutez, il n'est pas très tendre, hein, Jadot. Il cherche une place en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a une élection dans pas longtemps. C'est un remaniement technocratique. C'est la technocratie et l'arrogance au pouvoir. Moi, je suis sidéré qu'on place dans un gouvernement autant de personnes qui n'ont rien vu de l'état de la France. Voilà, Jadot, comme ça, il a tranché. Hein. Et ces personnes qui ont été nommées, dont cette nouvelle porte-parole, n'ont rien vu de la France. C'est un peu dur quand même, Philippe, non? Ouais, non, là, il dira de se calmer un peu, Yannick. Non, je vais le voir tout à l'heure. Ce soir, il est à Sciences Po Paris, donc je vais le voir et je vais dire, Yannick, là, tu déconnes quand même. On peut pas dire qu'elle a vu ou qu'elle a pas vu. Ça veut dire quoi? Avoir vu, c'est avoir plein de mandats et donc dans ces cas-là, t'es légitime. Et quelqu'un qui est un citoyen lambda et qui n'a jamais fait de militantisme ne pourrait pas avoir un avis. Je suis un peu limite, oui. Mais vous savez, chez nous les écologistes, la personne de Yannick n'est pas sacrée. Oui, genre, on a bien compris. À Jean-Luc. Ouais. Quand même. Non, ça c'est Cuba. Ça c'est Cuba. Philippe, Audrey, Abdeslam, juste pour finir ce zapping. Ça vous a peut-être échappé. Retour sur l'acte 20 qui s'est déroulé samedi, l'acte 20 des Gilets jaunes, direction Besançon, pour parler une nouvelle fois de ce qu'on peut peut-être appeler encore une nouvelle sortie peu regrettable d'un policier qui a tout simplement matraqué le crâne d'un manifestant pacifique. Besançon, samedi dernier, des heurts éclatent au moment de la dispersion des Gilets jaunes lorsqu'un policier assène un violent coup de matraque à ce manifestant. C'est complètement dingue là. Il fait quoi votre collègue là? On aperçoit Mathias regarder les forces de l'ordre chargées. Puis une grenade lacrymogène tombe de l'équipement d'un des policiers. Le manifestant semble s'écarter, fait même un léger saut pour l'éviter, mais à aucun moment ne se baisse pour la ramasser et la jeter sur les forces de l'ordre. Depuis, le préfet a saisi la police des polices pour faire toute la lumière. Mathias, qui s'est vu prescrire 5 jours d'interruption de travail, a décidé de porter plainte. Si, évidemment, les médias, les journalistes, les éditorialistes, les politiques disent ça suffit, il y en a marre de la casse, nous on dit il y en a marre de ces violences policières. Ça commence à suffire.
Qu'est-ce que cherchent ces policiers qui donnent notamment une image dégueulasse de ce métier qui est un beau métier à la base. Vraiment, il y en a marre. Vous avez vu cette vidéo, elle est stupéfiante. Elle est stupéfiante. C'est ni plus ni moins des personnes qui font ressortir leur mal-être. Enfin, je veux dire, c'est des personnes qui rentrent pas dans la fonction policière. Enfin, je veux dire. Vous découvrez les non, on la découvre pas. On dit stop. Mais je vais reprendre un vers de NTM qui disait va faire un tour dans la banlieue, regarde ta jeunesse dans les yeux. Et vous comprendrez tout ça d'ailleurs. Bah écoutez, c'est sur cette belle phrase que je vous propose de lancer la pub parce que je crois qu'on peut plus rien dire après ça. Merci beaucoup mon Destem. Dans un instant, des infos zappées pour finir et peut-être un ou deux appels. On verra si on a le temps. En tout cas, on est bien. C'est le grand forum, c'est France Maghreb 2 et on salue nos amis de radio Constantine qui écoutent. Et oui, et qui apprécient, j'en suis sûr, l'émission du LGF. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF avec Audrey Pronostia, Abdestamitash, Philippe Bourriachi pour les quelques minutes qui nous restent. Eh bien, quelques infos zappées, mes petites dames, mes petites dames, je sais pas ce qui m'arrive moi. Alors, on y va. Info zappée. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure déjà t'as dit messieurs, donc moi j'existais pas. Oh mais non, j'ai dit mes petites dames. Je me suis rattrapé. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les infos zappées? Tiens, le prix, il y a une demande qui est faite en ce moment sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire d'ailleurs si vous partagez cette demande, cette pétition, pour remettre le prix Nobel à la première ministre, le premier prix Nobel de la paix, à la première ministre de la Nouvelle-Zélande, suite à ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on lui remette le prix Nobel de la paix? Moi alors je suis 100% d'accord. Ah moi je vote dès demain. Ah ouais, moi aussi. Moi aussi. Là pour le coup, le prix Nobel de la paix porterait bien son nom. Ah, voilà. Hein, on a tout dit je crois. Qu'est-ce que j'ai dans les infos zappées? Tiens, on a retrouvé à la prière du vendredi, des tranches de jambon ont été découvertes sur les poignées de la porte de mosquée de Castel-Sarrazin. Une enquête a été ouverte. J'ai l'impression que c'est un grand classique. Oui, malheureusement. De mettre, non, mais on croirait revenir, tu sais, à l'époque des films sur les vampires, avec l'ail, sais, comme si ça allait les contaminer de quelque chose. Et puis on vous en a parlé vendredi avec Razik Metich notamment. C'est des militants de Génération Identitaire qui ont occupé pendant plusieurs heures la CAF de Bobigny, le toit de la caisse de l'allocation familiale de Bobigny, en scandant des slogans anti-immigration évidemment. 19 personnes ont été interpellées par la police. Elles seront jugées le 14 novembre prochain. Donc affaire à suivre. Ouais, 14 novembre. 14 novembre, oui. Aussi tard que ça. Eh ben oui. Mais on sera là. Mais on sera là, oui. On sera là. Absolument. Et puis tiens, une dernière petite info qui concerne France 2 qui elle aussi organise un débat. Vous savez qu'on est à l'approche des élections européennes. Ouais. Et ben il y a 3 personnes qui se sont plaintes de ne pas être invitées dans ce débat. Benoît Hamon, Génération, et de François Asselineau. Et également Brossa. Non, je me suis trompé. C'est Philippot. Ah Philippot, pardon. Florian Philippot, exactement. Eh bien ces 3 personnes, France 2, dans une décision de justice, sont obligés de les recevoir, sauf que France 2 a décidé de faire appel. Et décidément, je sais pas ce qu'ils ont après Philippot, après Hamon et après Asselineau, ils ne veulent pas qu'ils participent à ce débat. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas très démocratique ça? Ah ouais, mais moi je suis totalement pour le respect du temps de parole de chacun des candidats. Même ceux dont je ne partage pas l'idéologie, le but étant d'être équitable et respecter chacun des candidats. Oui, bon, on va dire oui, mais BFM, ils ont reçu leurs candidats. Mais BFM, c'est une chaîne privée. Le service public, c'est France 2, donc il se doit quand même de recevoir. Ils ont cette obligation. Double obligation. Ils font appel, Ils font appel pour ne pas recevoir donc Philippot, Asselineau et Benoît Hamon. Mais quel est le prétexte? Il a colère, Hamon. Ouais, mais quel est le prétexte qu'ils mettent en avant? Ah bah je sais pas, moi, j'ai pas marqué ça. Bah là pour l'instant, les gars. Oui. Non mais je connais pas, mais je ferai juste. Jadot, il y va lui? Jadot n'avait pas été invité et nous les écologistes on est de telle façon on est hyper pacifistes, on veut pas de nous, c'est pas grave, ce qui compte c'est les électeurs et les électrices et donc on va les chercher les uns après les autres chez eux. Ouais. Bon en tout cas mais c'est dégueulasse. Ouais, bah oui. C'est jeudi en tout cas le grand débat, donc il y aura évidemment les grands ténors, on va dire, des Mélenchon à Laurent Wauquiez, en passant par Marine Le Pen bien entendu. Ils sont tous là. Par contre, il faudrait vraiment qu'ils changent de porte-parole En Marche, parce que qu'est-ce qu'il prend? C'est très violent. Abdestem, franchement, tu devrais leur conseiller.
Quoi donc? De changer de représentant En Marche. Ils en ont déjà changé, enfin ils ont changé de leur porte-parole. Moi je leur conseille de changer, de conseil de communication, de changer les ministres, de changer beaucoup de choses. Tout parti, tout, allez, on change tout. Alors, voilà, on balaye tout. Et ils ont déjà changé de nom pour les européennes, hein, c'est Renaissance. Hein. Mais quand ils écoutent Bayrou, qu'ils ouais, Renaissance. Ils sont peut-être morts, donc il faut renaître. Moi je vais regarder le débat juste pour regarder Bayrou et Mélenchon, l'acte 2. Parce que, non, c'était pas mal. L'acte A, il était bien. On voyait qu'il c'était bien. L'acte de quoi? Qu'est-ce qui te fait pas rire, toi? Renaissance. Mais en fait, j'ai rigolé parce que c'était nerveux. Mais t'es pas sérieux. Je te jure, je suis sérieux. Non, attends, Philippe. T'es sérieux? Je vous jure, c'est vrai. Mais vous avez pas suivi le meeting avec l'oiseau, etc. Nathalie Loiseau. Ouais. Nathalie. Ouais. Et son nouvel ami Pascal Canfin. Bon, vas-y, je m'en vais. Bah oui, il s'emmerdait chez vous, il est parti en marche. Mais pas du tout. Vous savez, il faut bien comprendre une chose. C'est un aspirateur en marche. Oui, un aspirateur. C'est un Dyson nouvelle génération. Oui, alors, mais dans l'aspirateur, il y a que de la poussière. Donc ça va, on est un petit peu rassuré. Mais surtout, faut pas faire. Tu sais, il y a une photocopie qui est vert fluo et dans le fluo il y a de la radioactivité. Ouais. Voilà, ça c'est pour Pascal Lafin. On a des élus écologistes qui nous ont rejoints, je pense à Yann Verling. Ouais. Et on vous a refilé Jean-Luc Benamias quand même. Ouais, viens, on rééchange à nouveau. Échange de bons procédés. Où le SAV? C'est passé super vite. En tout cas, j'ai passé un super moment ainsi que nos auditeurs, je l'espère. En tout cas, merci Maud-Audrey. Merci Christophe, merci à tout le monde. Et merci mon Abdeslam. Merci Christophe, merci à tous. Merci mon Philippe. Merci mon Christophe, merci à tous et à toutes. Demain, je me prépare, je mets mon gilet pare-balles, j'ai Dorifen. Oui. Ouais. Ah bah oui. Oui, Fatima Wassak et Faiza Ben Mohamed. Donc je vais chercher un troisième collègue pour me dire au secours parce que ça risque d'être chaud pour moi. Demain, rendez-vous pour le LGF entre 16h et 18h. Passez toute une excellente soirée. Dans un instant, celui qui est un véritable médicament qui devrait être prescrit à tous les malades de France et du monde entier, l'ami Medjel débarque dans votre radio dans un instant. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.